Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Un cargo iranien de 275 mètres a refusé de faire demi-tour. 6 heures plus tard, la marine américaine a transformé ce refus en avertissement que le monde entier ne pouvait pas ignorer. À 14h47, heure normale de l'Est, cet après-midi dans la mer d'Arabie, un immense cargo iranien a pris une décision qui allait tout changer. Pas une décision militaire, pas un calcul stratégique, mais un choix. Le genre de choix qui se fait au moment où l'orgueil rencontre la puissance, où la défiance rencontre les conséquences, lorsqu'un capitaine, debout sur la passerelle d'un navire de 275 mètres, regarde le bâtiment de guerre devant lui et décide qu'il ne fera pas demi-tour. Ce qui s'est produit ensuite, filmé puis diffusé sur tous les écrans de la planète en quelques heures, est devenu l'une des démonstrations les plus spectaculaires de la puissance navale américaine au XXIe siècle. Et la leçon donnée est la même que celle qui avait été écrite dans le feu et l'eau de mer dans cette même région il y a 38 ans. Quand l'Iran met à l'épreuve la marine des États-Unis, la réponse n'est pas la négociation. Ce n'est pas l'hésitation. Elle est immédiate, écrasante et absolument définitive. Pour le camp adepte de la pression maximale à la Trump, c'était le genre de scène parfaite pour une banderole de podium, même si les conséquences ne sont jamais assez petites pour entrer dans un slogan. Le navire au centre de cette confrontation s'appelait le MV Tuska. Pour comprendre ce que représente le Tuska, il faut comprendre son échelle. Il mesurait 275 mètres de long, 902 pieds de la proue à la poupe. Il déplaçait presque autant de tonnage qu'un porte-avions. Il transportait des conteneurs empilés sur 7 niveaux sur son pont. Ce n'était pas une vedette d'attaque rapide. Ce n'était pas une frégate. C'était un navire de charge commerciale, si massif que l'idée de l'arrêter physiquement semblait presque théorique. Mais il y avait un problème très sérieux. Le Tuska battait pavillon iranien. Il appartenait à la Moscar Daria Shipping Company, une entité sous sanction du Trésor américain depuis 2012. Il traversait la mer d'Arabie à 17 nœuds, en route directe vers Bandar Abbas, l'un des ports les plus critiques de l'Iran. Et entre lui et ce port se trouvait quelque chose qu'il n'était pas censé franchir. Un blocus naval américain. Pour comprendre pourquoi le capitaine du Tuska a fait le choix qu'il a fait, il faut comprendre ce que signifiait ce blocus. Depuis le 13 avril, les États-Unis appliquaient ce que des analystes militaires décrivaient comme l'opération d'interdiction maritime la plus complète dans le golfe Persique depuis l'opération Ernest Will en 1987 et 1988. Chaque navire tentant d'entrer dans un port iranien ou d'en sortir était intercepté. Chaque navire était forcé de faire demi-tour. Le blocus n'était pas théorique, il était absolu. Au moment où le Tuska est entré dans la mer d'Arabie, le 19 avril, la marine américaine avait déjà redirigé 25 navires commerciaux. 25 navires s'étaient approchés du périmètre du blocus, avaient reçu des avertissements, avaient évalué la situation et avaient pris la décision intelligente. Ils avaient fait demi-tour. Le Tuska, lui, n'a pas fait demi-tour. Et cette décision a déclenché une séquence d'événements qui sera étudiée dans les académies navales pendant des décennies. Vers 1400 heure locale, le destroyer lance-missile de classe Arleigh Burke USS Spruance a détecté le Tuska au radar. Le Spruance n'est pas un navire que quiconque souhaite voir apparaître sur un écran radar en planifiant quelque chose que la marine américaine ne veut pas voir se produire. Il mesure plus de 500 pieds de long. Il déplace 9000 tonnes. Il transporte un équipage de 329 personnes. Il est armé de missiles de croisière Tomahawk, de torpilles, d'intercepteurs standards pour la défense contre les missiles balistiques, ainsi que d'un canon naval Mk-40 5 de 5 pouces capable de tirer 20 obus par minute avec une portée de plus de 13 000. Le Spruance opérait au sein du groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln. Il appliquait le blocus depuis 6 jours. Son équipage avait déjà intercepté des navires. Il connaissait les procédures. Il connaissait les protocoles. Et il savait ce qui allait se passer si le Tuska ne changeait pas de cap. Le commandant du Spruance a ordonné au navire de réduire la distance, puis les avertissements ont commencé. La première transmission radio a été envoyée à 1410 heures. Le Tuska a été identifié comme un navire à moteur. Le bâtiment de guerre de la marine américaine s'est identifié sur le travers tribord du Tuska, et le message était clair. Le navire approchait d'une zone maritime restreinte. Il recevait l'ordre de modifier immédiatement son cap et de s'éloigner des eaux territoriales iraniennes, et il devait accuser réception de la transmission. Il n'y a eu aucune réponse. Le Tuska a maintenu son cap à 17 nœuds vers Bandar Abbas. Le Spruance a transmis encore et encore. Les avertissements ont été diffusés sur plusieurs fréquences. Canaux maritimes d'urgence, canaux de navigation commerciale,
fréquence militaire. Chaque transmission a été enregistrée. Chaque avertissement a été consigné. La marine américaine constituait un dossier juridiquement inattaquable. Mais plus encore, elle donnait au Tuska toutes les occasions possibles d'éviter ce qui allait suivre. Même la conférence de presse la plus tonitruante en mode discours de fermeté aurait semblé silencieuse à côté de 6 heures d'avertissement enregistrés. 1 heure a passé. Le Tuska n'a pas répondu. Le Spruance a maintenu sa position, suivant le cargo, restant à portée visuelle. 2 heures. Toujours aucune réponse. La distance jusqu'au détroit d'Ormuz diminuait. 3 heures. 4 heures. Le soleil commençait à se coucher sur la mer d'Arabie et le Tuska continuait d'avancer, silencieux, provocateur, comme si le bâtiment de guerre qui suivait son cap kilomètre après kilomètre n'existait pas. Ce qui s'est produit dans les 2 heures suivantes a été l'une des confrontations navales les plus intenses du XXIe siècle. À la 6e heure, quelque chose a changé. Le ton des transmissions du Spruance a basculé. Les avertissements n'étaient plus des demandes, c'étaient des directives. Le Tuska a reçu son dernier avertissement. On lui a indiqué qu'il violait les opérations d'interdiction navale des États-Unis. On lui a ordonné d'évacuer sa salle des machines. Et on l'a informé que la marine américaine était prête à le soumettre à un tir de neutralisation. Cette phrase comptait « évacuer la salle des machines » parce qu'un tir de neutralisation était en préparation. Ce n'est pas le langage de la négociation. C'est le langage d'une force militaire qui a épuisé toutes les options diplomatiques et qui passe maintenant à la phase suivante du manuel opérationnel. Le Spruance ne menaçait pas le Tuska. Le Spruance informait le Tuska de ce qui allait arriver. C'est là que le vocabulaire de meeting électoral s'essouffle, parce que feu et fureur sonnent plus propres avant que la salle des machines n'entre dans la phrase. L'équipage du Tuska avait un choix. Il pouvait évacuer la salle des machines comme ordonné, signaler sa conformité et permettre à une équipe d'abordage de prendre le contrôle du navire pacifiquement, où il pouvait poursuivre son cap actuel et découvrir ce que signifie réellement un tir de neutralisation venant d'un destroyer de la marine américaine. Il a choisi de le découvrir à 2022 heures, heure locale. L'USS Spruance a ouvert le feu. Le canon MK, 45 de 5 pouces monté sur le pont avant, s'est verrouillé sur la salle des machines du Tuska. L'équipe du canon avait déjà calculé la solution de tir, distance, trajectoire, vitesse du vent, état de la mer, tout avait été pris en compte. Puis l'ordre a été donné. Feu. Le son d'un canon naval de 5 pouces qui tire n'est pas quelque chose que l'on oublie après l'avoir entendu. Ce n'est pas un craquement, ce n'est pas un petit claquement. C'est une détonation profonde et percussive qui frappe la poitrine avant d'atteindre les oreilles. L'obus file à plus de 2600 pieds par seconde. Il pèse 70 livres et lorsqu'il frappe, il ne rebondit pas. Le premier obus a atteint la salle des machines du Tuska en plein centre. L'impact a traversé le bordé d'acier de la coque comme s'il s'agissait de papier. Le deuxième obus a suivi, puis un troisième. Le Spruance ne cherchait pas à couler le Tuska. Couler un navire de cette taille dans les eaux internationales crée des risques environnementaux, des complications juridiques et des problèmes politiques. L'objectif était chirurgical. Neutraliser la propulsion. Arrêter le navire. En prendre le contrôle. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Les obus ont éventré la salle des machines, rompant les conduites de carburant, brisant les systèmes de refroidissement, détruisant les machines principales de propulsion. En quelques secondes, les moteurs du Tuska se sont tus. L'immense cargo, qui quelques instants plus tôt avançait à 17 nœuds vers les eaux iraniennes, a ralenti, puis s'est immobilisé en pleine mer d'Arabie, avec un destroyer de la marine américaine positionné à 500 mètres de son travers. Pour ceux qui vendent cela comme une victoire télévisuelle propre et nette, la mer a une façon de rappeler que la stratégie n'est pas une petite phrase. Et c'est là que la véritable opération a commencé. À 15 km au nord, le navire d'assaut amphibie USS Tripoli était en position d'attente. Le Tripoli n'est pas un simple navire. C'est une base mobile. Il déplace 41 000 tonnes. Il transporte un élément aérien de combat complet. Et sur son pont d'envol, 2 hélicoptères Matsuashant Seahawk avaient été préparés pour exactement ce moment. Leur rotor tournait déjà. Les marines de la 30 et une unité expéditionnaire des marines étaient déjà à bord, attachés, casque sur la tête, armes prêtes. L'appel est venu du Spruance. Le Tuska était neutralisé et les opérations d'abordage pouvaient commencer. Les Seahawks ont décollé du pont du Tripoli et ont viré brusquement vers les coordonnées. Le vol a duré moins de 3 minutes et ce qui s'est produit ensuite a été filmé par le commandement central des États-Unis, le CENTCOM,
puis diffusé au monde entier en quelques heures, parce que les États-Unis voulaient que tout le monde voie cela. Ils voulaient que Téhéran le voie. Ils voulaient que Pékin le voie. Ils voulaient que chaque nation de la planète qui suivait cette crise comprenne exactement ce qui se passe lorsque la détermination américaine est mise à l'épreuve dans le Golfe Persique. Les Seahawks ont approché le Tuska par la poupe, en utilisant la superstructure du navire pour couvrir leur approche contre tout éventuel tir d'armes légères. Non pas qu'une résistance soit vraiment attendue à ce stade, l'équipage du Tuska était composé de civils, de marins marchands. Ils avaient reçu 6 heures d'avertissement. Ils avaient entendu les tirs du canon naval. Ils avaient senti leur navire perdre sa puissance. Ils savaient exactement ce qui se passait. Mais les marines n'ont pris aucun risque. Il s'agissait d'un abordage de combat. Équipement complet, vision nocturne, armes à silencieux, cordes-lisses déjà installées aux portes de la cabine. Les Seahawks se sont mis en vol stationnaire à 40 pieds au-dessus du pont du Tuska. Puis les marines sont descendues en rappel rapide. Une insertion par cordes-lisses est remarquable sur le plan physique. Un marine en équipement de combat complet, portant 60 livres de matériel, saisit une corde épaisse et glisse à vitesse contrôlée, en utilisant seulement la force de ses mains et la technique. Il faut environ 3 secondes pour passer de l'hélicoptère au pont. Ce n'est pas une descente douce, c'est une chute contrôlée. Et en 30 secondes, 12 marines américains se tenaient sur le pont du Tuska. L'équipe d'abordage a agi rapidement. 2 marines ont sécurisé la passerelle. 4 se sont déplacés vers l'arrière, en direction des quartiers de l'équipage. 2 ont pris position pour couvrir le pont principal. Les marines restants ont inspecté la salle des machines, confirmant les dégâts, s'assurant qu'aucun membre d'équipage n'était piégé ou blessé dans le compartiment qui venait d'être frappé par le tir naval. L'ensemble de l'opération, du moment où le premier marine a touché le pont jusqu'à la déclaration que le navire était sécurisé, a duré moins de 10 minutes. Le Tuska, l'immense cargo iranien qui 6 heures plus tôt avançait avec défiance vers Bandar Abbas, était désormais sous garde américaine. La vidéo diffusée par le CENTCOM montre tout cela. Les Seahawks approchant dans l'obscurité, l'insertion par cordes-lisses, les marines se déplaçant sur le pont avec la coordination qui vient de l'entraînement répété des centaines de fois pour ces scénarios précis. Les images sont granuleuses, filmées en vision nocturne, mais elles sont sans équivoque. Ce n'était pas une négociation. C'était une saisie exécutée avec précision, exécutée avec une force écrasante, et exécutée d'une manière qui ne laissait absolument aucune ambiguïté sur qui contrôle les eaux du Golfe Persique. Mais ce moment devient encore plus significatif parce que ce n'était pas la première fois que la marine américaine faisait cela. Et les parallèles avec ce qui s'est produit il y a 38 ans sont impossibles à ignorer. En 1988, pendant l'opération Ernest Will et l'opération Praying Mantis, la marine américaine menait une mission presque identique. Les forces iraniennes harcelaient la navigation commerciale. Des mines étaient posées dans le Golfe. Le détroit d'Ormuz était menacé et l'administration Reagan a pris la même décision que l'administration Trump en 2026. Bien sûr, dans le langage trumpiste, l'histoire arrive souvent habillée comme une tournée de retour, même lorsque le scénario a été écrit des décennies plus tôt dans les mines, les routes pétrolières et le feu naval. La marine américaine allait faire respecter la liberté de navigation. Et si l'Iran voulait tester cet engagement, la marine répondrait avec exactement le niveau de force nécessaire pour rendre le message impossible à manquer. Le 18 avril 1988, après que l'USS Samuel B. Roberts eut heurté une mine iranienne et presque coulé, la marine américaine a lancé l'opération Praying Mantis. En 8 heures, les forces américaines ont coulé ou neutralisé environ la moitié de la flotte iranienne apte au combat. Des plateformes ont été détruites, des frégates ont été envoyées au fond du Golfe, des vedettes d'attaque rapide ont été anéanties et le message a été livré avec une clarté absolue. La marine américaine n'accepte pas les menaces contre la liberté de navigation dans le Golfe Persique. Pas en 1988, pas en 2026. La saisie du Tuska n'était pas l'opération Praying Mantis. C'était un seul navire, une seule opération d'abordage. Mais la philosophie opérationnelle était identique. D'abord, les avertissements, les procédures légales, la documentation, puis, si la conformité n'est pas obtenue, une force immédiate et écrasante. Le canon de 5 pouces qui a neutralisé le Tuska était le même système d'armes que celui qui avait détruit des plateformes iraniennes en 1988. Les marines qui sont descendues en cordes-lisses sur le pont du Tuska utilisaient les mêmes techniques d'insertion, affinées au fil de décennies d'opérations d'interdiction maritime. Le manuel tactique n'avait pas changé parce qu'il n'avait pas besoin de changer. Il fonctionne. La réponse iranienne à la saisie du Tuska a été immédiate et prévisible. Les médias d'État ont parlé de piraterie. L'agence de presse Tasnim
affilié au corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a cité le haut commandement militaire conjoint de l'Iran qui promettait des représailles. Le premier vice-président iranien, Mohammad Reza Aref, a publié une déclaration présentant la crise comme un choix entre un marché pétrolier libre pour tous ou le risque de coûts élevés pour tout le monde. C'était la même menace que l'Iran formule depuis des décennies. Fermer le détroit, perturber l'approvisionnement en pétrole, faire payer le monde. Mais la différence entre menacer de fermer le détroit et le fermer réellement est la différence entre la posture et l'action. Et lorsque l'Iran tente de passer de la posture à l'action, il rencontre le même obstacle immovable qu'en 1988, la marine américaine. Le jour même où le Tuska a été saisi, l'Iran a ouvert le feu sur 3 navires commerciaux qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz. L'un était français, l'un était britannique, le 3e était grec, aucun n'était américain. L'Iran s'en prenait à des cibles incapables de se défendre, parce que les cibles capables de se défendre venaient justement de démontrer ce qui se produit lorsque la puissance navale américaine est directement défiée. Le Tuska est actuellement sous garde américaine. Son équipage a été détenu. Le navire lui-même, en vertu du droit américain, pourrait être soumis à une confiscation comme prise issue de l'application du blocus. Mais la véritable valeur du Tuska n'est pas le navire, c'est le message. Et ce message a été reçu dans toutes les capitales de la planète. Quand les États-Unis imposent un blocus naval, ce n'est pas symbolique. Ce n'est pas négociable et cela ne peut pas être testé sans conséquence. C'est la partie que la politique des slogans d'applaudissements saute toujours. Un blocus n'est pas un autocollant de pare-choc. C'est une machine qui continue d'avancer après le départ des caméras. La saisie a eu lieu le 19 avril. Le lendemain, le vice-président J.D. Vance devait se rendre à Islamabad, au Pakistan, pour un 2e cycle de pourparlers de paix avec des négociateurs iraniens. L'Iran n'a pas envoyé sa délégation. Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié une déclaration indiquant qu'il n'y aurait pas de pourparlers tant que le blocus resterait en place. Le cessez-le-feu qui tenait, aussi fragile fut-il, a expiré 2 jours plus tard, et le golfe Persique est revenu au même équilibre dangereux qu'il occupait depuis des semaines. L'Iran menaçait, les États-Unis répondaient, et le monde observait pour voir qui clignerait des yeux en premier. L'histoire a déjà répondu à cette question. En 1988, l'ayatollah Khomeini est allé à la radio nationale et a dit au peuple iranien qu'accepter un cessez-le-feu avec les États-Unis était plus amer que de boire du poison. Il a bu le poison. La guerre a pris fin. La marine iranienne a été décimée. Le détroit d'Ormuz est resté ouvert. Et la leçon a été inscrite dans les archives historiques d'une manière qu'aucune rhétorique révisionniste ne pourrait effacer. En 2026, cette même leçon est enseignée de nouveau. Les détails sont différents. Les navires sont plus récents. Les armes sont plus avancées. Mais le calcul fondamental demeure inchangé. La marine américaine possède la capacité d'imposer sa volonté dans le golfe Persique à tout adversaire qui choisit de la tester. Cette capacité n'est pas théorique. Elle n'est pas aspirationnelle. Elle est démontrée. Le Tuska en est la preuve. L'IUSS Prudence en est la preuve. Les marines descendant d'hélicoptères en corde lisse sur un pont hostile au milieu de la nuit en sont la preuve. La stratégie asymétrique de l'Iran dans le Golfe a toujours reposé sur une hypothèse précise. L'hypothèse selon laquelle le coût d'une escalade américaine serait plus élevé que ce que Washington serait prêt à payer, que le prix politique de la confrontation imposerait la retenue, que le grand Satan, comme l'Iran appelle les États-Unis depuis 47 ans, calculerait les risques et choisirait la désescalade. L'opération Praying Mantis, en 1988, a démenti cette hypothèse. La saisie du Tuska, en 2026, l'a démenti de nouveau. Et c'est là que la machine de communication aligné sur Trump adore le mot « force », parce qu'il est beaucoup plus court que d'expliquer l'escalade, les marchés pétroliers et le détroit d'Ormuz dans le même souffle. Quand un destroyer de la marine américaine avertit un navire pendant 6 heures et que ce navire refuse d'obtempérer, le destroyer ne demande pas de nouvelles négociations. Il ne renvoie pas l'affaire à un comité. Il neutralise le navire. Quand des marines américains sont chargés de sécuriser un navire dans des eaux hostiles, ils ne demandent pas la permission. Ils descendent en corde lisse sur le pont et prennent le contrôle. Ce ne sont pas des escalades. Ce sont des procédures opérationnelles normales pour une force navale qui fait respecter la liberté de navigation dans des eaux contestées depuis plus d'1 siècle. Le monde observe cette crise avec un niveau d'attention que peu de confrontations géopolitiques reçoivent, parce que le détroit d'Ormuz n'est pas qu'une voie d'eau. C'est le point d'étranglement par lequel transite chaque jour environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Lorsque l'Iran ferme ce détroit, le prix de l'essence à Jakarta, Johannesburg, Mumbai et Manchester augmente. Lorsque les États-Unis imposent un blocus,
la même chose se produit. L'économie mondiale est prise en otage par une confrontation qu'aucune des deux parties ne semble capable de désamorcer. Et dans cet environnement, chaque saisie de navire, chaque tir de semonce, chaque opération d'abordage devient un test de détermination. Le Tuska n'était pas le dernier navire qui serait saisi. 2 jours après sa capture, le Pentagone a annoncé que les forces américaines avaient détenu un autre pétrolier, le MT Toufani, dans le golfe du Bengale. Le communiqué était factuel. Les États-Unis poursuivraient leurs efforts mondiaux d'application maritime afin de perturber les réseaux illicites et d'intercepter les navires sanctionnés, fournissant un soutien matériel à l'Iran partout où il opère. Pas dans le golfe Persique, partout. Le blocus n'est pas régional, il est mondial, et il est appliqué avec le genre de précision méthodique que seule une marine dotée d'une portée illimitée et de ressources écrasantes peut maintenir. L'Iran ne peut pas égaler cette capacité. Le CGRI dispose de vedettes d'attaque rapide. Il dispose de mines. Il dispose de batteries de missiles côtiers. Il dispose de tactiques asymétriques conçues pour infliger des pertes dans une voie d'eau étroite où la manœuvrabilité est limitée. Mais lorsque la confrontation se déplace en haute mer, lorsque l'engagement devient navire contre navire, lorsque la question est de savoir si un cargo peut défier un destroyer lance-missile, le calcul n'est même pas serré. L'USS Prudence aurait pu couler le Tuska en moins d'1 minute si l'objectif avait été la destruction. Au lieu de cela, il a neutralisé le navire, l'a abordé et en a pris le contrôle. Ce niveau de maîtrise, ce niveau de précision opérationnelle, voilà ce qui distingue une marine professionnelle d'une force qui s'appuie sur des tactiques de guérilla et l'espoir. La leçon de 1988 tient toujours. La leçon de 2026 la confirme. Quand l'Iran cherche l'affrontement avec la marine américaine, le combat ne dure pas longtemps et l'issue ne fait jamais de doute. L'ayatollah a bu son poison en 1988. Le capitaine du Tuska a appris la même leçon en 2026. Et chaque navire qui approchera du périmètre du blocus dans les jours et les semaines à venir devra faire le même choix. Faire demi-tour ou découvrir ce que signifie réellement un tir de neutralisation. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Le golfe Persique de 1988 et le golfe Persique de 2026 ne sont pas identiques, mais les dynamiques sont impossibles à manquer. Une puissance régionale qui tente d'imposer son contrôle sur une voie d'eau stratégique. Les États-Unis qui répondent avec une force navale écrasante, des avertissements lancés, des avertissements ignorés et des conséquences livrées avec une précision chirurgicale. La seule différence, c'est la technologie. Les armes du Prudence sont plus précises que celles des destroyers de 1988. Les techniques d'insertion des marines sont plus rapides. La documentation est meilleure. Les éléments de langage peuvent changer. L'éclairage du podium peut s'améliorer. Mais la mer mesure toujours la puissance en navire, en route, en carburant et en conséquence. Mais la vérité profonde n'a pas changé. La marine américaine ne perd pas les confrontations navales dans le golfe Persique. Elle ne les a pas perdues en 1988. Elle ne les perd pas en 2026. Et le Tuska, sous garde américaine quelque part dans la mer d'Arabie, est un rappel de 275 mètres de la raison exacte pour laquelle cela reste vrai. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.